Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, nous allons faire de la psychologie évolutionnaire. Ne vous inquiétez pas, ça va pas faire mal. J'avais envie de vous parler de ça parce que, en temps de crise, les avis sont souvent très tranchés. Très, très tranchés. Il y a des pour, il y a des contre. Il y a peu de personnes au milieu. Et donc, je me demandais comment ça se fait. Pourquoi est-ce que les gens, finalement, semblent se mettre naturellement dans deux camps, alors qu'il n'y a pas de raison. On pourrait très bien avoir une multitude de camps avec des positions subtiles, du gris au milieu du noir et du blanc. Enfin, mais c'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que le titre de l'épisode, c'est « Pourquoi changer d'avis est-il si difficile ?» Je me base pour ça sur un article que j'ai lu dans le New Yorker, qui est un magazine américain que j'ai lu en ligne, évidemment. Et donc, je vais vous en faire un petit résumé. Et à la fin, on réfléchira, et maintenant, on fait quoi? Ça fait un moment qu'on s'est aperçu, en fait, que changer d'avis est difficile. Déjà en 1975, il y a des chercheurs à Stanford, donc en Californie, aux États-Unis, qui ont fait des études dans ce sens. Typiquement, ces études, et toutes les études qui ont suivi, c'est toujours la même chose. C'est on demande à des gens de faire quelque chose, typiquement d'évaluer. Alors là, par exemple, c'était évaluer des notes de personnes qui se sont suicidées. Alors demandez-moi pas pourquoi, c'est un sujet aussi joyeux que celui-là. Et donc, les personnes évaluent ces notes, et puis à la fin, on leur dit... À certains, on leur dit vous avez été vachement bon, et puis à d'autres, on leur dit vous avez vraiment été catastrophique, quoi. Et puis dans une deuxième étape, en fait, on leur dit que donc c'est un setup en fait. Mais les scores, par contre, les scores étaient complètement fictifs. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas la moitié qui a été très bon, la moitié qui a été mauvais. Ils ont tous été plus ou moins moyens. Et dans une troisième étape, on leur dit réévaluer combien de notes vous avez vraiment catégorisé correctement. Eh ben, sans surprise, ceux à qui on a dit qu'ils étaient bons, ils se sont surévalués, et ceux à qui on a dit qu'ils étaient mauvais, ils se sont sous-évalués. Alors qu'on vient de leur dire qu'il n'y avait aucune base rationnelle pour leur première note. Et donc, les chercheurs écrivent « Une fois formée, une impression est remarquablement persévérante ». Traduction littérale. Et alors, c'est pas des dizaines d'expériences qui ont confirmé ça, c'est plutôt des milliers. Et donc la question c'est comment ça se fait? Comment ça se fait que des gens, et puis souvent dans ces expériences, c'est des étudiants en psychologie, en sociologie, donc des gens qui sont habitués à réfléchir à ce genre de pièges, tombent dedans quand même. Alors, comment ça se fait que quand on se forme une opinion sur quelque chose, c'est aussi difficile de s'en débarrasser? Alors, Hugo Mercier, Dan Sperber, deux scientifiques, dans un bouquin qui s'appelle The Enigma of Reason, l'énigme de la raison, pose l'hypothèse suivante. En fait, la raison, c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée parce que je vais le prendre autrement. Ils disent la raison, c'est un trait qui résulte de l'évolution comme n'importe quoi, comme le fait de tenir sur deux pattes ou d'avoir une vision en trois couleurs, etc. Tout le monde l'a pas, donc certaines espèces l'ont développé et pas d'autres. Et donc la raison, la capacité de raisonner, est aussi un evolved trait, comme ils disent, une caractéristique qui provient de l'évolution. Et ils disent la raison pour laquelle on l'a développé, c'est parce que une des choses qui a fait le succès, et ça on le sait, de l'être humain, de Homo erectus, Homo sapiens et toute la smala, c'est la capacité à collaborer. C'est la capacité à collaborer qui a fait que l'être humain est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Alors on pourrait discuter longtemps de si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais l'être humain a développé la capacité de collaborer. On n'est pas forcément rapide, on n'est pas forcément fort, on n'est pas forcément tout un tas de choses, on est même relativement visible, on est relativement lent, on n'a pas de poison, on n'a pas d'armes naturelles, et pourtant, on est 8 milliards aujourd'hui,
on construit des ponts, des routes. Et donc, c'est la capacité à collaborer qui fait la différence avec les autres espèces sur Terre. Le problème de la collaboration, c'est que ça aussi, c'est hyper dangereux. Parce qu'en fait, pour n'importe quel individu, tirer au cul est toujours plus avantageux que de collaborer. Collaborer, ça demande de l'investissement. Ça demande, quelque part, de faire confiance. Ça demande de se dire que l'autre avec qui je vais collaborer va pas m'entuber dès que j'aurai tourné le dos. Et donc, coopérer, c'est difficile, mais on en a besoin pour survivre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On développe une capacité à s'assurer que l'autre n'est pas en train de nous entuber. Et ça, c'est la raison. La raison, c'est ce qui nous permet d'aller voir chez les autres s'ils sont comme on aimerait qu'ils soient. S'ils sont, si on peut leur faire confiance, s'ils sont, etc., etc. Donc c'est intéressant comme hypothèse. Alors évidemment qu'ils ont confirmé avec des expériences. C'est encore une hypothèse parce que peut-être que l'ensemble des scientifiques du domaine n'ont pas confirmé cette hypothèse-là. Enfin, je reprends. L'ensemble des expériences faites par d'autres scientifiques n'a pas encore confirmé ça. Mais donc, ce qui est critique pour la collaboration, c'est la raison, ou la capacité à raisonner. Bon, alors très bien. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que la raison, du coup, n'a pas été développée pour raisonner dans le sens où on l'entend aujourd'hui, pour apporter des arguments logiques, pour évaluer des situations complexes. Non, on l'a utilisée pour des raisons sociales, donc pour des raisons d'interaction, de relation. Et donc, à l'époque, il y a 50 000 ans, il n'y avait pas d'avantage à raisonner de manière logique, claire. Par contre, il y avait un avantage à être capable de gagner des arguments. De dire à l'autre, tu vois, tu as rompu ma confiance parce que, donc je veux qu'on t'exclue du groupe. Et donc, on retrouve un petit peu ce qu'on avait vu dans l'épisode sur gagner des arguments. Comment je l'avais appelé l'épisode 6, comment convaincre. Hein, donc, convaincre les gens, c'est quelque chose qui vient de très très loin. Alors, le problème, évidemment, c'est que notre environnement a changé beaucoup trop rapidement pour que ce trait évolue avec nous. Donc le trait qu'on a développé, je sais pas, il y a 20-30 000 ans dans la savane africaine, ou même plus, il n'a pas vraiment changé alors que l'environnement autour de nous a changé. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et là ce sont deux professeurs, un de Brown dans les États-Unis, puis l'autre du Colorado, ils s'appellent Sloman et Fernbach. Eux, leur bouquin s'appelle « L'illusion de la connaissance, pourquoi est-ce que nous ne pensons jamais seuls ?» Et premier exemple qu'ils prennent, c'est les toilettes. Alors, tout le monde a déjà utilisé les toilettes. Hein, on fait quelque chose, on tire la chasse, ça disparaît, tout le monde est content. Bon. Eh ben, ils ont demandé à des gens de d'écrire des explications, pas à pas, de comment fonctionnent les toilettes. Alors, les gens font des démonstrations élaborées, etc., qui sont la plupart du temps complètement fausses. Parce qu'apparemment, alors, j'aurais certainement fait faux aussi, parce que les toilettes, apparemment, c'est beaucoup plus compliqué que ce que ça apparaît. Et donc, les deux, Sloman et Fernbach, voient cette illusion de l'explication par tout le monde, parce qu'en fait, on croit qu'on en sait beaucoup plus que ce qu'on sait vraiment. Et ce qui nous permet de persister avec cette croyance, qui est évidemment fausse, ce sont les autres. Parce que, qu'est-ce qui me permet d'être ignorant à propos du fonctionnement des toilettes ? C'est que j'ai pas besoin de le savoir. Non, quelqu'un d'autre a fait l'ingénierie nécessaire, et moi j'ai qu'à l'utiliser. J'ai qu'à tirer le machin, et puis ça se passe tout seul, ou presser le bouton. Mais, en même temps, donc ça veut dire que je peux, parce que imaginez si ça n'existait pas, je serais obligé, pour construire ma propre toilette, de savoir comment elle fonctionne. Donc c'est parce que nous collaborons que je peux simplement dire, mais c'est bon, je presse le bouton et puis ça marche tout seul, j'ai pas besoin de savoir comment ça fonctionne. Mais ça, on est vachement bon à le faire, parce qu'en fait, les êtres humains, c'est un des résultats de la collaboration, ça.
Vous imaginez si chaque fois qu'on utilisait un outil, il fallait qu'on sache comment il fonctionne, on n'aurait pas progressé en 20 000 ans. Absolument pas du tout. D'accord ? Donc le progrès, étonnamment, crée, comment est-ce qu'ils disent ça, des domaines d'ignorance complets. La science aussi. Si vous deviez expliquer, démontrer la théorie de la gravité chaque fois que vous voulez jeter un truc dans une poubelle, on ne serait pas arrivé. Bon. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est de se dire, très bien, maintenant en entreprise, les gens ont des croyances comme partout, ils ont des opinions comme partout, ça va marcher, ça va pas marcher, etc. Donc comment est-ce qu'on fait ? Parce que on vient de voir, avec deux éclairages, qu'il est extrêmement difficile de faire changer d'avis les gens. Même si on leur montre des faits observables, c'est très difficile de les faire changer d'avis. Et c'est vrai pour tout un tas de sujets. Imaginez la réaction en cas de crise. Tout le monde coupe les coups. Tout le monde... Alors qu'en fait, en théorie en tout cas, faire développer le business est une manière de survivre. Le cas de la crise du coronavirus, il y a des gens qui ont fermé, mais on aurait pu utiliser ces forces-là pour étendre, prendre un autre business, réfléchir à qu'est-ce qu'on peut vraiment faire, nous, dans notre entreprise, et puis comment est-ce qu'on peut le proposer à d'autres personnes. Le réflexe, c'est une croyance. Alors il y a des cas dans lesquels cette croyance est légitimée, par exemple dans le cas d'une entreprise qui est cotée en bourse, puisque ce que les gens qui investissent en vous à travers la bourse qui veulent, c'est pas du tout l'entreprise qui survit, c'est des dividendes. Et donc là, couper les coûts est la meilleure solution. Bref. Autre croyance, par exemple, en entreprise, sur une personne. Vous engagez quelqu'un, il vous fait un joli sourire, ou il vous dit un mot qui vous plaît bien dans l'entretien d'embauche, et c'est le meilleur ingénieur que vous ayez jamais engagé. Alors qu'en fait, plus tard, vous allez voir des choses, des événements qui vont vous indiquer que vous aviez peut-être tort, mais non. Là, c'est le fameux biais de confirmation qui va entrer en ligne de compte, et puis qui va vous dire non, mais c'est que tu comprends, c'est parce que. Et donc, on a beaucoup de peine à changer d'avis. Alors, comment faire ? Si vous vous trouvez en entreprise, et puis que maintenant vous devez faire changer quelqu'un d'avis, alors, il y a l'argumentation qui peut fonctionner, mais malheureusement pas tant que ça. Puisque l'argumentation, en fait, certains scientifiques l'ont montré, a plutôt tendance à diviser les gens de manière encore plus extrême. Il y a des études d'ailleurs qui ont montré que politiquement, dans les pays où il y a par exemple des élections à plusieurs étapes, où il y a des débats entre les différentes étapes, eh bien les gens sont de plus en plus convaincus. Alors qu'en fait, un débat, normalement, devrait vous ouvrir aux arguments des autres. Ben non, c'est le contraire qui se passe. Alors comment faire ? Comment faire en entreprise ? Moi, j'ai deux idées, deux suggestions. La première, c'est quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous donne une affirmation. De toute façon, virgule, alors de toute façon, ça c'est le signal de la croyance, hein. De toute façon, papa, quelque chose, n'importe quoi. Utilisez la reformulation, en particulier des émotions exprimées, pour aller plus loin dans la discussion. C'est-à-dire que si quelqu'un vient vous dire, de toute façon, et vous essayez d'argumenter contre, vous n'y arriverez pas, pour toutes les raisons qu'on a données. En revanche, si vous essayez de reformuler l'émotion, mais je te sens vraiment à bout là, je te sens tendu, il me semble que je perçois de l'agacement, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez pouvoir identifier la croyance qu'il y a dessous, et puis finalement, peut-être aider la personne à voir si elle est adaptée ou pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième, qui est intéressante, c'est d'étudier les conséquences de la croyance en question. La personne vous dit, de toute façon, très bien. Ok, mais quelles sont les conséquences de cette croyance ? Pour toi, pour ton équipe, pour l'entreprise, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et là, vous pouvez être très très factuel, les noter peut-être, faire des listes ou je sais pas. C'est ce qu'on appelle le scenario-based thinking, la pensée basée sur des scénarios. Et puis peut-être qu'il y a plusieurs scénarios qui se dégagent, puis la personne après peut regarder ces différents scénarios et dire, finalement, croire ça, voilà ce que ça provoque. Quitte à plus tard, en disant, mais est-ce que si on changeait un peu la croyance, est-ce qu'on arriverait à d'autres scénarios ?
Donc vous voyez que ça dépersonnalise finalement l'argument. On va pas attaquer la personne en lui disant « t'as tort, je vais te prouver que tu as tort ». On va dire « ok, admettons, pourquoi pas, étudions ta croyance, ta pensée, ta conviction, et regardons où est-ce qu'elle nous mène ». Alors, évidemment, ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est beaucoup plus puissant. Et on retrouve d'ailleurs dans ces deux idées des choses qu'on a vues dans d'autres épisodes, hein, comment écouter, lead, épisode 10, alors comment convaincre quand même, épisode 6, etc., etc. Donc voilà, vous voyez que il est effectivement difficile de changer d'avis, mais c'est possible de le faire. Et alors, maintenant que on a étudié ça ensemble, posez-vous la question pour vous. La dernière fois que, vous avez expliqué quelque chose à quelqu'un, vous êtes sûr vraiment d'avoir compris comment ça fonctionnait ? Vraisemblablement pas, d'après les études qui ont été faites. Et puis 2, votre avis est-il si bien fondé que ça ? Est-ce que vous êtes sûr ? Ou bien est-ce que j'ai juste répété quelque chose que quelqu'un vous a dit ? À propos de répéter, une petite histoire pour terminer. Un physicien très connu, je sais plus qui c'est, je pourrais retrouver, j'aurais dû me préparer, mais la fable me vient spontanément, à propos de répéter des choses que les autres disent. Mais bref, l'histoire est la suivante. Un physicien très connu donne des conférences, je crois que c'est en Allemagne, sur ses études. C'est quelqu'un qui est très charismatique. C'est quelqu'un qui parle bien, donc ses conférences ont beaucoup de succès. Et à l'époque, il se déplace alors je sais pas si c'est en taxi ou vraisemblablement en taxi, et où il a son chauffeur. Alors il se déplace évidemment, puis il parle toujours un petit peu de ça avec évidemment des conducteurs de taxi, curieux qui discutent, et donc le conducteur de taxi au bout d'un moment va dans la salle, puisqu'il doit attendre, il a rien d'autre à faire, il va dans la salle et il écoute la conférence. Et au bout de la 50e, évidemment, il est capable de répéter ce que dit le physicien. C'est la physique théorique, donc c'est pas complètement simple, vous voyez qu'au bout d'un moment, capable de répéter. Et puis un soir, en arrivant, le physicien dit à son chauffeur, celle-là, j'ai vraiment pas envie de la faire. En plus, ils me connaissent pas ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que c'est vous qui allez la donner, puis moi je vais m'asseoir derrière. Et puis, on verra combien de temps ça dure, et puis on va bien se marrer, et puis bon. Alors le taxi accepte, le chauffeur de taxi accepte, donc il va donner la conférence. Et ça se passe hyper bien, parce qu'une conférence, il n'y a pas beaucoup d'interaction. Et donc les gens sont là, etc. Donc ils sont oui, c'est génial. Bon, comme dans toutes les autres conférences. Et puis arrive l'heure des questions. Première question pose. Et puis évidemment, le taxi, lui, il sait pas répondre. Et donc qu'est-ce qu'il répond ? Il dit écoutez, c'est une question tellement simple. Je vais laisser mon chauffeur taxi répondre. Et donc c'est le scientifique qui répond. Et donc c'est ce que j'ai appelé le taxi driver knowledge. Donc j'ai répété quelque chose que j'ai entendu sans aller vérifier, sans aller regarder si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais comme ça me convient, biais de confirmation, comme cette information me convient, je la répète. Exemple récent, ça a quelques semaines maintenant, Donald Trump n'a jamais dit qu'il fallait s'injecter de l'eau de Javel dans les veines. Mais comme quand quelqu'un le dit, si j'aime pas le bonhomme, quelqu'un me dit ça, je vais dire ouais, évidemment, il est bien assez con pour l'avoir dit, et donc je le répète. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Donc, changer d'avis, finalement, est-ce que c'est difficile ? Eh bien, ça dépend de nous, comme souvent. Et donc, je vous encourage à utiliser ces deux outils, la reformulation émotionnelle et la pensée basée scénario. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.